Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Bon, on va parler du choc des titans, hein, l'avant-match. L'éléphant contre le lion. En tout cas, je suis en compagnie de Christian, Roger et Cyril. Comment vous allez? On va très bien, toi. Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc en Merci. gros, dans peu de temps, on va jouer contre la belle famille. Il faut montrer à la belle famille qu'on est puissant. Donc, on va parler. C'est le dimanche 28 décembre, deuxième journée du groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mhm. 20h GMT, au stade de Marrakech. Bon, c'est un match clé pour la qualification, hein. L'enjeu est clair. Une victoire va nous rapprocher considérablement de la qualification des huitièmes de finale et ça va être un premier tournant majeur de notre campagne. Qu'est-ce que vous pensez? Si on a une victoire, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Quel est votre point de vue? On commence par Roger. Oui, selon moi, c'est l'enjeu majeur, c'est vraiment d'avoir une victoire. Parce que là, si on a une victoire, on a vraiment notre place pour les huitièmes de finale. Et ça va être vraiment intéressant pour nous. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment l'objectif pour nous, une victoire contre le Cameroun. Tout le monde est content. Les Ivoiriens seront beaucoup contents parce qu'on sait que dans l'histoire, là, les Camerounais nous ont beaucoup fatigués. Donc, c'est le moment de prendre notre revanche. Ok. Ton pronostic? Moi, mon pronostic, je vois, bon, moi, je vois 1-0. Limite, si le match est vraiment intéressant, là, si on encaisse un but, ça m'a vraiment m'étonné, mais en tout cas, on va marquer. C'est qu'on va marquer 2. Ça va faire 2-1. D'accord. 2-1. Ok. Mhm. Cyril, et toi? Allô, Cyril? Bon, Christian, comme Cyril n'est pas là, tu peux donner ton point de vue. Oui. Bon, apparemment, ils sont pas là, hein. Ça, c'est les aléas du direct. Du coup, on va passer au prochain slide. Ils vont nous revenir, ils vont donner leur point de vue. Okay. On a un match qui va remettre tout le compteur à zéro parce qu'il y a une rivalité. On- Où est-ce, Pasco, où est-ce que nous en sommes? Oui? Pasco, Allô? tu m'entends? Oui, t'entends? Hier, je parlais au fait. Je ne savais Ok. pas que vous ne m'entendiez pas. Ton micro était coupé en fait. Ah, ok, désolé. Donc, je disais hier, comme vous l'avez dit tantôt, effectivement, c'est les 3 points pour déjà assurer notre qualification et puis se projeter en même temps sur, comment on dit ça, sur le troisième match. Parce qu'il faut rappeler aussi que si on termine le premier de la groupe, du groupe, qu'est-ce que je raconte? Si on termine premier du groupe, on reste à Marrakech, donc ça fait que nos joueurs n'auront pas besoin de se déplacer encore. Donc, demain, je pense que c'est la victoire, mais il faudrait signaler aussi que un match nul, même défaite, ne nous élimine pas. Mais bon, on joue pour la gagne demain. Ton pronostic pour demain, c'est quoi? 2-0. 2-0. But de qui et but de qui? Euh, Yann demandé à Matt Diallo. Ok. Mhm. Cyril, et toi? Il y a Cyril qui a dit, je ne sais pas si c'est lui qui a parlé avant que moi, c'était Cyril, mais C'est Roger. Roger, il a dit, il a un point qu'il a dit sur lequel je vais rebondir rapidement, où il a Ok. dit il serait étonné qu'on encaisse. Effectivement, je suis du même d'avis que lui, parce que je trouve que on a quand même une très 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 bonne défense. Et puis, il faut reconnaître que l'attaque du Cameroun n'est pas vraiment un foot de guerre. Mais bon, comme ça reste, ça demeure aussi un choc. Mais je pense que ça sera difficile quand même pour l'attaque camerounaise de perforer cette défense ivoirienne. D'accord. Ça marche. Du coup, bon, c'est un match qui va remettre les comptes à zéro, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut on remette les pendules à l'heure. Il y a longtemps qu'on a joué contre eux. C'est quand c'était le qualif mondial 2022. Ils nous ont Mhm. gagné chez eux. Donc, on doit leur montrer qu'on a évolué, que le football ivoirien a Ouais, il a évolué. gagné chez nous aussi. Mhm. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que on va remettre les pendules à l'heure? Oui, moi, je pense qu'on va remettre les pendules à l'heure. Nous avons un meilleur effectif.
comparé à eux. En plus, nous, on vient avec une confiance au max, puisqu'on a remporté la dernière CAN. Donc, on a tout pour remettre les pendules à l'heure. Cyril et toi? Bon. Oui, je pense qu'on est mieux outillés par rapport à eux actuellement. C'est vrai qu'eux, ils sont motivés par des nouveaux entraîneurs qui viennent d'arriver. Ils essaient de faire un peu table rase avec le ministère camerounais du sport. Donc, ils se disent que c'est un renouveau qui vient, mais nous également, on est mieux outillés là, dans tous les compartiments, que ce soit en attaque, en défense et au milieu. Donc, je pense qu'on peut prendre le dessus sur eux et puis gérer tranquillement le match, quoi. D'accord, ça marche. Christian? Yeah, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que sur le papier, on a une meilleure équipe, on a une meilleure assise. Et puis, bon, c'est vrai, après l'histoire qu'il y a eu autour de Nicolas Pepe avant le début de la CAN, je veux dire qu'au-delà de ça, on est quand même mieux organisé. Quand tu vois l'équipe du Cameroun qui a été remaniée à une semaine de la compétition avec un nouvel entraîneur, avec des joueurs cadres comme Zambo Anguissa et puis le gardien Onana qui ont été laissés sur le carreau pour cette compétition, tu sens quand même que c'est pas la sérénité totale du côté du Cameroun, malgré quand même la victoire forte. Qui est en train de jouer FIFA là? Face au Gabon. Faut mute. Ils sont lalés là-bas. Yeah. Donc, mais ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que un Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est pas un match comme tout autre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a une meilleure équipe comparée aux Camerounais, mais ça demeure quand même un derby. Et on sait toujours dans les derbys que le mental joue, l'état d'esprit et tout. Souvent même, ça fait place même au talent. Donc, il ne faut pas oublier aussi ces conditions, les Camerounais qui seront vraiment motivés de faire face à la Côte d'Ivoire et nous pareillement, en fait. Surtout que dans les années antérieures, le Cameroun nous a posé de problèmes. Jusqu'à, je dirais, peut-être après la CAN 2006 où les choses ont commencé à se rétablir un peu, c'est-à-dire on pouvait les gagner un match, ils vont nous gagner un match, mais dans les années 80 et autres, il n'y avait vraiment pas de match. Même dans les années, au début des années 2000, on se rappelle des CAN 2000, CAN 2002, où les gars nous martyrisaient. Même les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, ils nous ont gagné à Abidjan, ils nous ont gagné je crois, à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Donc, le Cameroun demeure quand même toujours dangereux, au fait. C'est une équipe qui est vraiment dangereuse. Donc, pour un début, Ouais, je pense c'est vrai, qu'ils ils sont vont sortir les dangereux, trucs. mais on est plus confiant maintenant qu'avant. Si, c'est clair, c'est clair. Je veux dire, vu que c'est un début, quand c'est comme ça, les joueurs sont super motivés, au fait, tu vois un peu. Donc là, ça devient un match de guerrier, au fait. Ok. Donc, on va passer au prochain slide. En tout cas, ils ont fait une conférence de presse du coach Faye Metz. Je ne sais pas si vous êtes là, on va écouter. J'étais là. Yeah, J'ai- on est là. Vas-y. J'étais là, mais on va finir de parler, puis on va écouter la conférence de presse avec les questions ironiques qu'ils ont posées au coach. Bon, en tout cas, le coach a dit que c'est une ambiance studieuse, ils sont déterminés, ils sont concentrés et il y a de la maturité dans le groupe. Aussi, on a Guéladoué qui a fait comment on appelle, une déclaration. Il dit qu'il aborde ces compétitions avec comme une finale, une mentalité. L'équipe ne voit pas ça comme une simple rencontre, mais ça voit comme une finale à gagner. Et il dit que la préparation serait le mental, le travail collectif. Et aussi, il insiste sur une bonne intégration, que ça va être un facteur essentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Mac, bonne arrivée. Salut les gars. Cyril, ensuite Roger, après Roger, Christian, après Christian Mac. Bon, si Cyril n'est pas là, Roger, tu peux parler. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Guéla. Il faut vraiment venir avec la mentalité de gagnant. Ce n'est pas vraiment une simple rencontre. On doit tout donner pour gagner ce match, pour notre image, pour notre pays. On doit montrer aussi aux Camerounais on peut les tenir et même les battre.
il faut leur montrer que c'est nous les derniers gagnants de la CAN là. Donc, il faut venir avec un mental d'acier. On les a vus contre le Gabon, là, c'est vraiment des joueurs qui sont durs sur l'homme. En plus, ils ont un effectif qui est assez jeune cette année-là. Donc, physiquement, ils sont là. Donc, nous aussi, on doit être vraiment là, mentalement et physiquement, et jouer ce match-là comme si c'était une finale. Je suis complètement d'accord avec lui. Christian. Et effectivement, hein, c'est un gros match, comme je le disais tantôt. Côte d'Ivoire-Cameroun, je pense que même le match que tous les observateurs attendent dans cette deuxième journée de la CAN 2025 au Maroc. Tout le monde attend ce gros choc. Je pense que c'est le genre de match où on n'a pas vraiment, les coachs n'ont pas vraiment besoin de motiver les joueurs parce que l'enjeu est déjà là. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a l'enjeu au niveau du nombre de points. Une victoire face au Cameroun, ça nous permet ça nous permettra de prendre la tête. Et puis, je pense, indépendamment du résultat dans l'autre match, ça nous permettra également d'être qualifiés directement pour le 8e. Donc, ça va permettre au groupe d'être un peu relaxé. Et puis, peut-être le coach pourrait profiter de cela pour faire tourner un peu pour le troisième match. Et pour des nouveaux joueurs comme Guela qui participent à une première CAN, ça doit être une motivation de plus. Des jeunes comme Guela et puis Amad Diallo, Yann Dumondé, qui certainement qui étaient un peu plus jeunes, qui ont dû voir des matchs comme Côte d'Ivoire, Cameroun à la télévision, autant de Drogba et puis Eto'o. Donc, à leur jeune âge, se retrouver porter le maillot de la Côte d'Ivoire pour jouer ce genre de rencontre, il y a rien de mieux pour eux. Donc, je pense vraiment qu'ils seront au top et puis qu'ils vont donner le maximum pour arracher les 3 points face à cette équipe camerounaise. Ok, ça marche. Maintenant, Marc, salut. On a parlé de comment est-ce que l'équipe doit aborder, quel est le pronostic, et puis aussi il y a eu la déclaration de Gueladoué. Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Comment est-ce que l'équipe doit aborder ton pronostic et puis la déclaration de Gueladoué? Ah ben, pour ce qui est de Guela, j'aime bien effectivement l'idée de prendre ça comme une finale, mais moi je préfère la déclaration de Faye. Je ne sais plus si c'est à cette conférence de presse-là ou si c'est auparavant, mais je pense que en tout cas c'est cette semaine qu'il l'a dit. Il a dit, nous, notre objectif, c'est pas de battre le Cameroun, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Et moi, je trouve que parce que c'est vraiment c'est un derby, hein, c'est un derby familial, et tout se joue vraiment dans la préparation mentale, etc. Et quand je vois un Eto'o, président de la fédération camerounaise, poser avec son maillot noir, venir essayer de mettre la pression, etc. Moi, je me dis que ça, c'est une pression négative. Bon, après, on connaît les Camerounais, hein, ils savent ils savent comment ils se préparent, ils savent comment fonctionner. Et souvent, ça leur a réussi dans le passé, ça c'est clair. Leur Emelin, là, c'est une culture nationale et ils savent se gonfler à bloc, etc. Mais pour nous, moi, je pense que l'approche de Faye est une bonne approche. En fait, il enlève de l'influx sur son équipe. Il, euh, je pense que la meilleure manière, en fait, de passer une étape, c'est de regarder l'horizon, de regarder loin. Et le Cameroun va mettre toute son énergie pour gagner ce match. Nous, on met notre énergie pour gagner la CAN. Et pour gagner la CAN, il faut finir premier de cette poule. Et pour finir premier de cette poule, il faut donc gagner le match de demain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que la préparation mentale de Faye va être en tout cas, généralement, je trouve il est très bon dans le management mental de ses équipes. Il l'a montré pendant la CAN. Et pour rendre son équipe plus forte, je pense qu'il lui enlève de la pression négative, en fait, juste avant le match. Après, ça veut pas dire que c'est une formule magique et qu'on va forcément gagner.
Mais c'est une préparation mentale en tout cas. Et puis je pense que euh, faut pas rentrer dans le jeu des Camerounais. Ils vont vouloir aller au combat, etc. Si on veut jouer, on veut les battre eux, ils sont très forts là-dessus. Si on veut les battre à leur propre jeu, il est possible que ce soit contre-productif pour nous, quoi. Mais en tout cas, moi, je suis confiant pour demain. Je sais que clairement, on a une équipe meilleure que celle du Cameroun. Et si on est sérieux, si on joue notre jeu, on va les garder à leur place, c'est-à-dire en dessous de nous. Ça, c'est clair et net. Donc, en gros, voici le plan de jeu du coach Faye MS qui mise sur un socle défensif, une efficacité offensive et une gestion collective. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais intervenir. Euh, comme tu l'as mentionné et tu l'as mis en premier, le socle défensif. Comme je le disais dans mon intervention précédemment, il sera vraiment difficile. On ne va pas se le mentir pour cette attaque camerounaise de perforer cette défense. Parce que j'ai répété à plusieurs reprises, généralement, la Côte d'Ivoire, historiquement, même si on veut regarder, la défense n'a jamais été notre fort. On a toujours été fourni en attaquant, en ailier, en milieu de terrain, mais défensivement, ça a toujours été notre problème avec les problèmes de gardien de but. Mais là, on vient à la CAN avec une défense assez solide, avec des titulaires qui ne sont pas blessés, qui sont au top. On a Ndika qui fait une bonne saison avec l'AS Roma. On a Kosunu qui est énormissime avec l'Atalanta Bergame. Guéladoué qui a sorti un gros match face au Mozambique. Tu as Ghislain Collin qui est impeccable sur son côté gauche. Donc, vraiment, défensivement, Faye, il n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Maintenant, comme on a l'habitude de le dire ici, hein, c'est juste dans l'animation offensive, comment ça va se faire, en fait, dans ce match. Bon, je pense que tout cela aussi va dépendre de comment le Cameroun va aborder. Est-ce qu'ils vont vouloir nous laisser la possession de balle et puis nous attendre derrière pour jouer en contre-attaque? Ou bien peut-être ils vont vouloir sortir aussi pour pouvoir jouer. Mais dans tous les cas, nous avons les éléments pour pouvoir répondre, quel que soit le schéma tactique dans lequel ils vont évoluer. On a des joueurs qui sont très rapides sur les côtés. Yann Diomandé, Amad Diallo, Zaha qui peuvent évoluer. On a des attaquants, on a des bons milieux de terrain. Donc, je fais confiance vraiment au coach Faye avec son staff. Je sais qu'ils ont dû revoir plusieurs vidéos, plusieurs schémas tactiques. Donc, je sais qu'il mettra le schéma adéquat pour faire face au Camerounais et puis nous donner les 3 points de la victoire. Marc, et toi? Ah, moi, écoute, bah, on connaît notre identité, hein. C'est sûr que comme vient de le dire Christian, on est tout se repose d'abord évidemment sur notre bloc défensif, ça c'est clair. Justement, en raison de cette caractéristique-là, on n'a aucun intérêt à se jeter à l'abordage. De toute façon, je fais confiance à notre équipe. C'est bien notre problème d'ailleurs. Face au Mozambique, par exemple, on a mis 30 minutes avant à rentrer dans le match. Donc, on s'est clairement pas jeté à l'abordage. Et c'est pas plus mal, de toute façon. Même si vraiment, ça va être très important de mettre de l'intensité. Ça, c'est sûr, hein. On peut pas se permettre d'arriver les mains dans les poches comme on a fait contre le Mozambique, parce que le Cameroun va arriver avec une grosse intensité. Moi, j'ai pas peur de cette intensité parce que ils vont s'exciter pour rien, perdre beaucoup d'énergie justement à vouloir en fait mettre de l'impact dès le début, etc. Nous, au contraire, il faut qu'on soit sûr de nos forces. Notre force principale, c'est notre bloc défensif. Ça, c'est certain. Et on peut se permettre tranquillement d'attendre le Cameroun. Il ne s'agit pas de les attendre dans nos 16 mètres. Il s'agit de mettre en place en fait notre bloc défensif. Notre bloc défensif, il repose pas juste sur 4 joueurs et un gardien. C'est vraiment toute l'équipe chacun qui joue son rôle, à commencer par les ailiers, Amad et Diomandé, qui ont un bon abattage défensif, etc. Donc, on n'a aucune raison de se jeter à l'abordage. On place notre bloc
Et puis, si le Cameroun veut se jouer les conquérants, etc., aucun problème. Arrivez, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Mais on a vu, par exemple, contre le Gabon, que le Cameroun est plus à l'aise, en fait, en contre. Ils ont laissé le contrôle de la possession de balles aux Gabonais. Franchement, les Gabonais les ont dominés pendant tout le match dans le jeu, mais les Camerounais ont su jouer en contre et se montrer plus efficaces en jouant en contre. Donc, c'est pas du tout, encore une fois, dans notre intérêt de leur sauter à la gorge. On les attend et on les oblige à faire le jeu. Ils ont beaucoup plus de mal, en fait, à tenir le ballon. On a vu contre le Gabon, par exemple, ils avaient, par exemple, rien que dans la précision des passes, ils étaient nettement inférieurs aux Gabonais. Les Gabonais ont eu plus de 80% de précision de passe, pendant que eux, ils traînaient en dessous de 75%. Et puis, même dans leur dispositif, vous regardez, par exemple, ils jouent donc en 3-5-2. Normalement, ce système-là repose notamment sur l'activité des pistons. Mais on se rend compte que les pistons gabonais, donc je crois que c'est Ngabale, puis je me rappelle plus le nom de celui qui joue à gauche là, Yongwa. Non, c'est Tchamadeu et Ouais, Yongwa. ouais, c'est Quand on, ça. re- on regarde en fait leurs statistiques, leurs jeux, etc., on s'aperçoit que dès que ils sont en phase offensive, ils sont très brouillons. Par exemple, notamment Tchamadeu, là, il a tenté une bonne demi-douzaine de centres, il n'en a réussi aucun. Pareil pour la précision des passes, etc. Bref, ou les duels remportés, par exemple. Donc, un duel, c'est quand tu arrives à passer, en fait, quand tu es en un contre un adversaire et que tu arrives à le passer. Bon, ben, on voit qu'ils sont pas très forts à ce niveau-là, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut les obliger à jouer sur leurs faiblesses, c'est-à-dire il faut qu'ils essaient de faire le jeu. Et puis qu'ils se heurtent en fait au mur ivoirien. Et là, à ce moment-là, nous, on va être en mesure ensuite de nous projeter. Moi, par exemple, un joueur comme Baleba, tout leur système repose notamment sur l'activité de Baleba. Or, Baleba est diminué. Il a ressenti une gêne à la cuisse. Et plus Baleba est actif, etc., et plus le Cameroun est en mesure de briller. Si Baleba est en demi-teinte, ou si on arrive à bien l'enfermer, il va avoir notamment Sangaré sur le dos, il va avoir Kessié sur le dos. Ça va être très difficile pour lui de mener le jeu camerounais. Et là, je pense qu'on va pouvoir vraiment rapidement les asphyxier avec notre organisation, etc., si on est sérieux. Et puis là, à ce moment-là, on va pouvoir se projeter. Donc, moi, c'est un peu ça que je vois. Moi, juste une dernière chose, je ne vais pas être trop long. Juste une dernière chose, selon moi, la clé dans le match, elle va se jouer, comme toujours avec nous, sur les ailes, évidemment. Ok, on a deux ailiers, honnêtement, qui ont impressionné au cours de la première journée de CAN. À eux de confirmer. Et je pense qu'ils sont sur une très, 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 très bonne lancée. On a Yann Diomanda à gauche et Amad Diallo à droite. Mais également, non seulement on a nos deux ailiers, mais on a également deux latéraux qui participent de plus en plus en fait au jeu offensif. Moi, j'ai jamais vu Guela Doué prendre autant son couloir. Moi, je pense qu'il s'entend très bien techniquement avec Amad Diallo. Ça, justement, c'est une Très, grosse très, très différence. bien. Ouais, je pense que c'est une très grosse différence avec ce qui se passait avant avec Pépé. Pépé est un joueur c'est un soliste, hein, il a une vision en entonnoir et puis il voit pas ce qui se passe autour de lui. Alors que Amad Diallo, au contraire, dans son jeu, le fait notamment qu'il soit sur son faux pied, il rentre sur le côté gauche, enfin avec son pied gauche et ça laisse l'espace pour Guela. Et Guela est un joueur très intelligent. Il voit quand est-ce qu'il faut qu'il longe la ligne ou est-ce que quand il faut qu'il rentre à l'intérieur du jeu pour laisser Amad à droite. Je trouve qu'ils s'entendent vraiment bien et ça fait juste 2 matchs. Si je me trompe pas, ça fait juste 2 matchs qu'ils jouent ensemble en équipe nationale. Progressivement, là, leur complicité technique, elle va grandir tout au long de la compétition et ça peut donner quelque chose de très, 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 très bon. Or, de leur côté, il ne faut pas oublier qu'en face, on a le dénommé Yongwa, là, qui n'a vraiment pas fait un bon match contre le Gabon.
Et alors, c'est vrai que derrière, il y a Tolo, qui est leur meilleur défenseur selon moi. Euh, mais honnêtement, ça va être intéressant si on bloque en fait leur piston du fait de notre activité offensive sur les ailes. Si on bloque leur piston là et puis qu'ils sont obligés de rester en défense, à ce moment-là, si le Cameroun est acculé en attaque, si Mbeumo notamment est privé de ballons, s'ils sont obligés de balancer des ballons, de longs ballons pour Mbeumo, etc., ça va être facile à contrer pour Kosunu et Ndika. Et puis là, on peut faire le siège. Et puis à un moment donné, ça va rentrer, hein. Bref, je pense que vraiment les choses vont se passer vraiment sur les côtés et on peut vraiment jouer dans le dos de leur piston là, et puis créer du danger comme ça. Désolé si je suis un peu long là. Je pense que Non, non, le match c'est bon. m'inspire vraiment. Ok, donc le prochain sujet, vous avez vu, c'est l'efficacité, hein. C'est ça qui est la pièce manquante du puzzle ivoirien. Est-ce qu'on va pouvoir résoudre cela? Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre cela? Est-ce qu'on doit jouer avec les attaquants de poing? Est-ce qu'on doit jouer avec un faux neuf? Quelle est votre solution? Donc, Christian, ensuite Roger, après Roger Mac. Euh, bon, concernant l'efficacité dans le jeu, je pense que, Bon, comme on le si disait, Christian n'est pas là, je vais intervenir. vous m'entendez Non, pas? Par rapport à on- l'efficacité, bon, On on a... t'entend, on t'entend. Vous On m'entendez, entend right? Christian. Christian Ah, est en ok, train de ok. parler, Roger. Attends un peu. Ok, ok. Yeah, donc concernant l'efficacité, on va dire que, bon, ça arrive, hein, il peut y avoir des matchs où l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Et puis, bon, euh, je pense que tu dis ça pour faire référence au match face au Mozambique où on aurait pu facilement mettre 2 ou 3 buts. Mais malheureusement, on n'a pas pu concrétiser certaines de nos actions. Cela aussi était peut-être dû au mauvais positionnement peut-être de Fizara qui s'est retrouvé dans une position de neuf auquel il n'est plus habitué. C'est vrai, il y a certains qui disaient non, à Palace, il a joué. Mais ça, c'était il y a quoi, 2013, 2014. Donc, il y a longtemps, il a perdu ses repères, au fait. À Charlotte, c'est sur le côté qu'il joue, au fait. Donc, Zaha n'est plus un numéro 9, ce qui faisait que souvent même, il dézonnait, il jouait sur, peut-être se retrouver sur le côté avec Yann Diomandé. Donc, ça manquait de présence au niveau de la surface de réparation. Et on espère que le coach va réparer cela, soit en jouant avec un 9 nominal. Et il y en a dans l'équipe. On a Bayo, il y a même Nguessan qui est là, qui est Nguessan qui remplace Haller. Donc Nguessan peut faire l'affaire, surtout que physiquement, il peut faire le boulot. Et puis, il y a Crasso aussi qui peut jouer aussi en neuf. Donc, ça sera à lui de trouver la bonne solution pour pallier à ce manque d'efficacité. Maintenant, pour ce match, je m'attends pas vraiment à un score fleuve aussi parce que, comme je l'ai dit, ça sera un match qui sera vraiment intense où là, il y aura beaucoup de pression, il y aura beaucoup de duels, ça sera très physique. Moi, je ne m'attends pas à beaucoup de buts. Si on peut faire le minimum pour assurer les 3 points, ça sera l'essentiel, en fait. Et puis, l'important aussi, c'est de rester naturel à nous-mêmes. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a toujours évolué avec nos ailiers sur les côtés qui font toujours le boulot. Donc, jouer avec nos ailiers qui font et puis permettre aussi aux neuf qui va évoluer de pouvoir terminer les occasions et puis remporter les 3 points. Vas-y, Roger. Tu nous Roger. entends, Roger? Ok, donc si Roger n'est pas prêt, je vais embarquer. Ben, je suis d'accord avec toi, hein, Christian. Et clairement, là, en tout cas, le réflexe qu'on a tous, hein, c'est de se demander pourquoi est-ce que on n'utilise pas en fait le remplaçant de Haller. Surtout qu'un attaquant, ça marche beaucoup à la confiance, hein, et euh, quand le numéro 2 a un poste, voit que le numéro 1 est blessé, il s'attend donc légitimement
à pouvoir enfin occuper ce poste de numéro un. Et quand il voit on fait venir un joueur dont ce n'est même pas le poste, c'est clair qu'en termes de confiance, c'est pas évident à gérer. Après, bon, j'imagine que Faye arrive à trouver les mots et à le garder mobilisé. D'ailleurs, honnêtement, sa rentrée contre le Mozambique montre bien à quel point il est mobilisé. Il a été aussi efficace, sinon même plus efficace même que Zaha devant les buts, en tout cas dans la surface de réparation, en quelque chose comme 3 fois moins de temps. Ce que Zaha a fait en plus d'une heure de jeu, en 1h20 de jeu, Bayo l'a fait en à peine 20 minutes, c'est-à-dire trois tirs chacun. Et dans ces 3 tirs, il a bien plus cadré que Zaha pendant tout le temps où il était là. Après, bon, certains vont dire que oui, mais c'est parce que les défenseurs adverses étaient fatigués, etc. Et que donc, quand Bayo Bakoun est rentré, il a bénéficié du travail que Zaha a fait auparavant. C'est possible. Ça, c'est possible. Mais moi, ce que je vois, c'est ça, c'est que quand Bayo rentre, il est très efficace avec l'équipe de Côte d'Ivoire. On avait la stat la dernière fois, on l'avait donné, Pascal, je crois, c'était sur 9 apparitions, il a marqué 3 buts, je pense. Quelque chose comme ça. Donc, c'est un attaquant qui est efficace. Mais alors, c'est vrai que généralement, quand il rentre, c'est face à des petites équipes, etc. On l'a jamais encore vu vraiment sur une grosse opposition et vraiment, clairement, face à la défense à 3 du Cameroun, ça va être une très grosse opposition. Il va falloir qu'il soit capable s'il rentre, il va falloir qu'il soit capable de démontrer que c'est bel et bien l'attaquant de surface dont on a besoin, tout ça. Mais bon, de toute façon, Faye est un entraîneur qui est très têtu. Je n'imagine, je ne l'imagine pas remettre en cause en fait son 11, le 11 qu'il a aligné contre le Mozambique. Moi, selon moi, non seulement il va aligner Série en 6, mais également il va continuer avec son idée de Zaha en pointe. Et je suis pas complètement contre cette idée-là. En fait, lui, ce qu'il voit, c'est que Zaha est un joueur qui arrive à garder le ballon dans les pieds. C'est un joueur qui est capable de jouer dans les petits espaces, etc., face à une équipe, une défense regroupée. Et quand il garde le ballon dans les pieds, ça laisse des espaces aux deux ailiers qui peuvent ensuite profiter justement des espaces qu'il crée. En fait, il l'utilise un peu comme un faux neuf. Bon, un peu toute proportion gardée, hein, je suis pas en train de comparer Zaha à Dembélé, mais un peu comme justement Luis Enrique utilise Dembélé au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un neuf qui est capable de participer au jeu, puis de laisser en fait d'aspirer la défense centrale de manière à ce que les ailiers puissent s'engouffrer dans les espaces, etc. Bon, c'est son idée, hein. Et puis c'est le coach, donc on va lui faire confiance. Donc Zaha comme titulaire et puis Bayo qui rentre en cours de jeu, ou même Crasso, hein, moi je suis totalement d'accord. Crasso vraiment peut tirer son épingle du jeu. Il a déjà montré qu'il était capable d'être très décisif, notamment pendant la CAN, etc. Et après, bon, Crasso en avant-centre seul au milieu de la défense, je sais pas trop. Mais je sais en tout cas que c'est un joueur qui est adroit devant les buts et qui est capable aussi de planter. Alors, juste pour terminer et pour répondre à ta question, Christian, pas Christian, mais Pascal, pourquoi est-ce on manque autant d'efficacité devant? Honnêtement, c'est un mystère, c'est un sacré mystère. Quand on revoit le match contre le Mozambique, les deux têtes de caissier, comment il fait pour rater ça? Je dis pas que c'est facile, mais honnêtement, Kessié est un joueur de très grand talent. Il sait surgir comme ça dans la défense. Il a su se placer intelligemment. Il est à quelques mètres du but. Ça passe, sa tête frôle le poteau. Co- Pourquoi est-ce que elle passe à droite et l'autre passe à gauche, quoi? Mais on manque tellement d'efficacité. On a eu 6 occasions franches, très dangereuses de but dans la défense mozambicaine. On en a mis juste, sur 6, on a juste mis un but. Alors que, et vraiment, c'est une question de millimètres à chaque fois.
pour que, par exemple, Conan, sur la magnifique passe d'Amad, là, Conan qui tire en début de match, normalement, ça rentre ce but-là. Pareil pour Kessié. Euh, Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Paris avec Dembélé. Dembélé a expliqué, et Luis Enrique était d'accord avec lui. Il expliquait que son inefficacité euh, au début de la saison dernière était due au fait qu'il était obligé de dribbler plusieurs joueurs, etc. Et quand il arrivait devant les buts, il était fatigué. Enfin, il perdait en fait de sa lucidité, et il tirait à cause justement de l'essoufflement, etc. Le fait qu'il multipliait les courses, etc. Mais ça, c'est pas le cas de nos joueurs. À la limite, si un Yann Diomandé, par exemple, part dans des dribbles, etc., et puis qu'il est maladroit, on pourrait comprendre. C'est un peu la même chose avec Dembélé. Mais vraiment, quand notre avant-centre, par exemple, n'arrive pas à cadrer ses balles, c'est pas parce qu'il a dribblé 5 joueurs. Comment ça se fait que ce problème de confiance-là soit aussi récurrent depuis maintenant plus d'un an? En tout cas, moi, j'ai pour coutume de dire que c'est plus difficile de se créer des occasions que de marquer des buts. Pour marquer des buts, il suffit juste d'avoir des joueurs, un attaquant en confiance, et puis ben, ça rentre. Tandis que pour se créer des occasions, il faut avoir un collectif huilé, il faut avoir des automatismes, etc., des circuits de passe, etc. Nous, on a fait le plus dur. C'est-à-dire que, franchement, à chaque match, on se crée beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais par contre, ce problème d'efficacité devant les buts, c'est récurrent, et ben, espérons que par miracle, tout ça soit solutionné demain, parce que demain, on joue contre une équipe qui, elle, est très efficace devant. Ils ont montré contre le Gabon que même avec quand même moins de tirs, moins d'occasions que le Gabon, eux, quand ils sont en situation de but, et avec notamment Mbomo, quand Mbomo est en situation de but, et ça rentre. Nous, il faut vraiment que ça rentre demain. Je sais pas comment il faut que Faye leur parle, mais il faut vraiment que ça rentre demain. Ok, ça va rentrer. Au nom de Dieu, ça va rentrer. Ok, Roger, et toi? ouais, ouais, pour moi, je vais faire court. Moi, je vais faire un avis global par rapport à la compétition elle-même. À la CAN, on a vu que faire beaucoup de passes, jouer bien, faire des passes, tiki-taka, mais ne pas finir, ça ne paye pas. On a vu avec le Maroc, quand ils ont joué contre le Mali, euh, Walid Regragui, il a fait la même tactique comme contre le Comore. Faire beaucoup de passes, beaucoup de circuits, toujours centré, 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 centré. Ça ne paye pas. Ils ont marqué 2 buts. Même les Marocains, ils n'étaient pas satisfaits. Ils disaient, on pouvait mettre plus. Ils sont venus contre le Mali. Ils ont répété le même scénario. Ils ont mis un penalty. Ils ont caissé après par la suite 1-1. Et le match a fini 1-1. Donc, l'efficacité, c'est très important. Eux, les Camerounais, ils ne jouent pas avec ça. Ils savent qu'ils vont venir bloc bas, ils vont défendre tout le match. Donc, s'ils ont une occasion, ils ne vont pas hésiter à le mettre. Donc, nous, on a la capacité de se créer beaucoup d'occasions. On a des joueurs comme Ahmad, Yann qui a une très bonne conduite de balle, qui peut se créer des occasions à tout moment à lui tout seul. Pareil pour Ahmad Diallo. Donc, on a des joueurs qui sont vraiment intéressants. Donc, nous, les occasions qu'on va se créer contre le Cameroun, on doit les mettre. Même si c'est 2 buts, un but, il faut les mettre. Parce qu'on a vu le Cameroun, ils ont mis le premier but à la 6e minute. Fini, bloc bas, ils ont gagné le match 1-0. Parce qu'ils savent que s'ils défendent, ils sont durs sur l'homme, les autres ne pourront plus marquer. Donc, l'efficacité, c'est vraiment important. Le jeu, là, tiki-taka, toujours centré, 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 centré. On ne sait pas ça va sur la tête de qui. Il faut vraiment être efficace. Vraiment. Ça, c'est mon point de vue à moi. Je veux rebondir sur ce que Roger vient de dire. Et il a raison, effectivement. Je pense que si demain on arrive à scorer rapidement, ou bien on arrive à scorer les premiers, je dirais, ça va beaucoup nous arranger dans le sens où les Camerounais seront obligés de se découvrir un peu. Quand on sait que techniquement et collectivement, nous sommes meilleurs qu'eux. Donc ça va permettre qu'on puisse, on pourrait se créer des occasions après. Mais s'il arrive par chance, par exemple, que ces gens-là scorent les premiers, et bien après, ça sera un peu difficile. Ils vont se recroqueviller derrière et puis jouer un bloc très bas et puis
nous laisser la balle. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire a vraiment du mal à concrétiser ses actions, ça risque d'être une pression sur nos joueurs. Et puis, le match risque de se terminer sur 1-0 des Camerounais sans avoir produit grand-chose au fait. Donc, j'espère que nos joueurs seront très costauds et puis, dès les premières occasions, scorer, quoi. Ok, ça marche. En tout cas, on aura 3 dilemmes, option A, option B, option C. J'ai oublié de mettre l'option C. Bayo Vakoun, Jean-Philippe Crasso et Ivan Guessant. Bayo Vakoun, il est très physique. Bon, c'est vrai qu'il rate trop d'occasions. Il a raté les occasions contre le Mozambique. Jean-Philippe Crasso, c'est un joueur qu'on néglige beaucoup. Pourtant, il est très endroit devant les buts. Ivan Guessant, même profil que Bayo Vakoun, même bémol aussi. Qui voyez-vous en attaque si le coach ne met pas Zaha comme en faux neuf? Moi, je dirais, si le coach ne met pas Zaha comme neuf, il va falloir qu'il parte avec un neuf nominal en la personne de Bayo Vakoun. Et voilà, il a une certaine présence dans la surface de réparation. Comme le disait Marc, Bayo est rentré, je crois, dans les 15-20 dernières minutes. Il s'est créé plus d'occasions que Wilfried Zaha qui était sur le terrain. On a vu notamment sa tête. Je ne sais même pas comment il a fait pour rater cette tête, mais bon, dans la surface de réparation. Après aussi, il y a eu ce tir où le gardien mozambicain est en train de sortir des buts où il a manqué le but. Donc, je pense que s'il commence le match, il pourra se mettre dans le bain et puis, au fur et à mesure, retrouver un peu ses sensations et puis son sens du but et du buteur qu'il est. Donc, je pense que avec Bayo et puis son gabarit et tout ça, parce que je ne pense pas que les défenseurs camerounais sont aussi grands que ceux-là, comme les gars étaient à l'époque des Raymond Kala et consorts. Donc, je dirais un Bayo pour fatiguer un peu les défenseurs dans l'axe. Et puis, on laisse nos ailiers de charme faire le boulot sur les côtés pour envoyer les centres dans la surface de réparation pour lui. Roger, et toi? Roger. Bon, Marc, Roger n'est pas là. Tu peux donner ton point de vue. Ok. Moi, écoute, je suis persuadé que Zaha va commencer le match, hein, ça c'est certain. Et encore une fois, je dis que c'est pas une mauvaise, En même, pas en même temps, une mauvaise option tu non es plus. sur place et si tu as les scoops, faut nous dire. Non, non, mais et d'ailleurs, aujourd'hui, d'ailleurs, je voulais aller au centre d'entraînement là du KCM ou je sais pas quoi, comment ils appellent ça, là, c'est le club de Marrakech. Mais je vous assure, écoute, le temps qu'il fait ici est absolument incroyable. Il pleut toute la journée. Anyway, c'est un détail, mais c'est pas simple. L'hiver marocain, en tout cas, je vous le conseille pas. Mais Mais comparé à quand- l'hiver canadien, c'est comment? non, ben, ça veut dire que l'hiver canadien, il neige. Ici, il pleut. Et je crois que je préfère la neige à la pluie, hein, honnêtement, parce que le froid plus la pluie, ça crée une humidité. Et d'ailleurs, justement, il y avait à la conférence de presse, il y a une influenceuse là, qui a posé la question, là, bon, ça faisait un peu Non, rire, là, parce qu'on... elle est Une venue. influenceuse qui n'avait rien à voir, qui n'avait rien à faire là-bas, en fait. Voilà. Oui, Excuse-moi, je vais c'est revenir vrai, là-dessus parce que ça, mais honnêtement, elle n'a rien à non, faire non, là-bas, en fait. non, je Voilà, suis c'est pas d'accord, normal. mais en même temps, honnêtement, je vous assure, pour des joueurs, c'est quand même en tout cas, le facteur météo est quand même à prendre en compte. Heureusement d'ailleurs, finalement, a priori, il pleuvra pas demain. Il arrête de pleuvoir à partir de 15h. Et donc, nous, on joue à 21h. Donc, pendant toute l'après-midi, etc., en fait, la pelouse aura eu le temps de sécher, etc. Bref, en tout cas, ça doit être quand même très, très désagréable de s'entraîner dans des conditions pareilles, etc. Mais pour revenir à notre sujet, Attends, moi, Marc, honnêtement, il va ouais, revenir vas-y, sur le vas-y. truc de la dame là. Parce que c'est vraiment pas normal en fait pour une compétition sérieuse inviter une influenceuse parce que la CAN là, c'est pas une télé-réalité en fait. Venir Ouais. laisser une influenceuse interroger le coach.
ça mélange les choses et puis aussi ça enlève le respect dans le Mais je travail suis très technique. surpris moi-même qu'elle soit. Je suis très surpris même Nous-mêmes, elle soit on a demandé dans une dans la salle de accréditation pour conférence. pouvoir avoir accès. On n'a C'est pas eu ça. d'accréditation, tu vois. Du coup, comment est-ce Je qu'une ne sais pas influenceuse peut avoir sur une quelle base. accréditation? C'est ça. Je ne sais pas sur Franchement, quelle base en fait une accréditation lui a été donnée. Et vraiment. en plus, j'étais surpris, et je suis surpris également de voir que la salle était quand même n'était pas remplie. Donc quel est le Ouais. problème? Je- en tout cas, Moi, je En tout peux cas, ils ont comprendre ouvert la porte au on s'y est désordre. peut-être mal. une chose de d'inviter des influenceurs à une compétition comme la CAN et tout, et ils l'ont déjà fait même d'ailleurs la CAN au pays. Et bon, il y avait plein d'influenceurs conscients, mais une autre chose est d'avoir un influenceur pendant une conférence presque dédiée Une quand même conférence de presse, c'est aux ça. professionnels du milieu, au fait. Voilà. Et puis regarde, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait quand même des journalistes. Et j'espère quand même que chaque journaliste avait été A eu capable de le poser temps une question. de poser une question pour qu'elle voit Non, non, mais, enfin, non, non, exactement. mais je Yeah. te confirme que chaque journaliste n'a pas pu poser des questions. Parce que les gens sont triés, vous levez la main et puis ben, on a choisi 5. 5, 6 gros maximum. Donc, soit il y a des journalistes à qui leur rédaction a payé un billet d'avion pour venir se mettre là et ils dorment. Ou alors, en fait, on a refusé le micro à certains journalistes et on a permis à une influenceuse qui manifestement ne connaît rien au football de poser ces questions. Ceci dit, encore une fois, moi personnellement, je ne trouve pas que la question soit complètement hors de propos parce que je vous dis, la météo, et notamment donc une pluie qui est quand même assez froide, il y a beaucoup de vent à Marrakech. En fait, c'est une zone qui est quand même un peu pas en montagne, mais en hauteur. Et il n'y a pas, il y a pas d'arbres, il n'y a pas il y a pas de forêt ou je sais pas quoi qui puisse bloquer le vent. Donc vraiment, le vent est quand même présent. Et comment l- s'entraîner toute la semaine par ce temps-là, là, honnêtement, ça doit quand même pas être évident. Et puis, et pendant les matchs, moi, par exemple, quand je voyais Série aligné contre le Mozambique, j'avais peur parce que un joueur qui n'a pas joué de compétition pendant longtemps, jouer dans des conditions comme ça, froides, avec. Or, notamment, lui, il a eu un problème à la cuisse. Il a vraiment besoin d'être. À 34 ans, il a besoin de s'échauffer longtemps, etc. Bref, en tout cas, moi, je trouve que c'est propice aux blessures. Mais donc, c'est ça. Donc, c'était un peu le point météo et puis donc par rapport à l'influenceuse et tout. Mais pour revenir encore une fois à notre problème d'avant-centre, moi, je pense que l'option Zaha n'est pas une mauvaise option non plus parce que il va, avec son jeu, comme il revient en arrière, etc., il aime bien toucher le ballon, etc., ça oblige les défenseurs centraux à le suivre. Or, lorsque les Toko et compagnie là, vont se coller à Zaha hors de la surface de réparation, devinez qui est-ce qui va profiter de ça? Un Yann Diomandé notamment qui déboule. Lui, c'est tout bénef pour lui, hein. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste, par contre, que ça fonctionne. Il faut que, notamment, Zaha soit suffisamment bon dos au but, qu'il soit bon sur ses appuis, etc. Et là, on fait confiance au rythme qu'il a réussi à reprendre. Faut pas oublier que c'est un joueur qui n'a plus joué en compétition depuis plus d'un mois, hein. La MLS est en pause depuis plus d'un mois. Et, et donc, et moi, honnêtement, je l'ai trouvé transparent. Alors, Faye était content de son jeu. Moi, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il avait tiré son épingle du jeu contre le Mozambique. Est-ce qu'il va élever son niveau de jeu contre le Cameroun? J'espère. Sinon, effectivement, si c'est juste s'il est tout aussi transparent, autant ne pas le faire jouer. Je préfère même un joueur comme Crasso. Crasso est capable, dans le même registre, hein, c'est-à-dire de jouer loin de la surface de réparation. Et si c'est ça que Faé veut, utilise Crasso. Crasso, avec son 1,82 m, il est capable de reprendre des ballons de la tête, il est capable de, de- de- d'occuper les défenseurs adverses, il a une bonne présence physique, etc. Ou alors, vraiment, je suis d'accord avec toi, Christian, utilise le seul avant-centre nominal que nous avons,
c'est-à-dire Bayo Vakun, ça va le mettre en confiance et puis il va se battre. De toute façon, comme il s'appelle leur autre attaquant, Il y a le- Christian et- Eta et Young et puis Christian Kofan. Ils ont des très bons attaquants. Des attaquants qui marquent dans les clubs qui sont Kofan, en le joueur Bayer Leverkusen. oui, Ouais. Bayern non faire. ouais, mais est-ce qu'il a joué même? Est-ce Je que Kofan pense, a joué moi je ne l'ai pas vu contre entrer en tout cas. Contre le Non, c'est Gabon, ça, je il ne me l'ai pas semble vu qu'il entrer. est sur le banc, hein. Il Je était sais sur pas le s'il a un banc, problème effectivement. physique ou quoi. Mais non, Bayo Bakun joue quand même en Serie A. Oui, Comment s'appelle son club là j'oublie Udinese. si Udinese l'a recruté, c'est pas non. Bah alors oui, on sait il y a une histoire de copropriété tout ça entre les deux clubs et tout, mais tout de même, si il est en Serie A, c'est un avant-centre Il y a la valable. qualité. Et puis il le montre en équipe nationale, encore une fois, hein, sur 9 sélections, il a 3 buts. Donc c'est pas non plus un peintre. Donc, Il aurait pu mettre un mais but bon, même face au Mozambique. et il aurait pu marquer face au Franchement. Mozambique. Donc, mais ceci dit, il est bon aussi quand il rentre, hein. Et, honnêtement, C'est quand il ça, au rentre, fait. il est très bon aussi. Donc, moi, si on repart avec Zaha, on va donner une autre chance à Zaha et qui nous montre que il n'est pas là juste pour faire des Snapchats ou je sais pas quoi là. Parce que lui, il commence à sérieusement m'énerver aussi avec Franchement. ses Il réseaux a arrêté sociaux. 2 jours là. Il a arrêté. Là. Je pense qu'il est parti. Je sais pas quel âge là, je sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des trentenaires aussi puérils, que ce soit Pépé ou Zaha. Honnêtement, ils font partie des plus vieux de l'effectif et pourtant ils sont scotchés sur leurs réseaux sociaux à raconter n'importe quoi. Bref, on veut effectivement voir si on doit l'utiliser comme faux neuf, etc. Si c'est ça notre nouveau jeu, il n'y a pas de problème. Mais et on fait confiance à Faye, mais par contre, il faut effectivement faut effectivement que ça fonctionne. Ok, donc on a l'adversaire ils sont les Lions indomptables, mais ils ont une identité de jeu. On a longuement parlé d'eux et on sait qu'ils sont redoutables, ils ont un impact physique, ils sont forts dans le duel et puis ils sont en palabre entre le ministère et la fédération. Donc tous ces aspects-là vont permettre à ce que on puisse, comment on appelle, gagner cette équipe parce que en dehors, ça ne va pas. Bon, pour le moment, ça va, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de polémique, donc on attend pour voir. De toute façon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, si on t'a expliqué le Cameroun et que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. Exactement. Donc, bon, il faut miser aussi sur le troisième pilier des éléphants, qui est la réponse collective. Une intelligence face à la puissance. Voilà. Donc, on va contrer la force camerounaise avec des joueurs qui sont très techniques. Voilà. On ne va pas se focaliser sur des joueurs en particulier. Il faut qu'on ait un bloc en coordination, il faut qu'on ait un soutien, il faut qu'on ait un jeu collectif qui est bien huilé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, je vais Cyril? intervenir. Cyril est là. Ok, Cyril, s'il est là, vas-y. Alors, Cyril? Oui. Ouais, tu peux parler du collectif ivoirien. Attends, n'excuse pas. Ok. Bon, tout ça, c'est les aléas du direct. Donc, Ok, moi je peux intervenir en attendant patient. qu'ils reviennent. Ouais, en attendant qu'ils se reviennent. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que j'ai envie de dire que bon, je ne connais pas l'âge des uns et des autres, tu vois. Mais la première CAN que j'ai regardée où mes yeux, entre guillemets, étaient ouverts, c'était en 98, la CAN au Burkina Faso, tu vois. Je vais dire de cette époque-là jusqu'à, j'ai envie de dire, je vais exagérer un peu. Je vais prendre jusqu'à peut-être dans les années 2010. Sinon, je me serais arrêté à 2006. Je vais dire, on a toujours eu, bon, puisque les 84 et 88 et tout ça, moi, je n'étais pas né, donc je ne sais pas trop. Mais je vais dire, on a toujours eu peur
du Cameroun. Le Cameroun nous a beaucoup martyrisés. Je me rappelle la CAN en 2000, je sais pas, 2000, c'était Ghana-Nigeria. Ils nous ont gagné quoi, 1-0, 2-0. En 2002, au Mali, ils nous ont tapé 3-0. Le Cameroun était notre bête noire. C'est-à-dire, à l'époque, en 2004, éliminatoire Coupe du Monde, ils nous ont tapé, je crois, 3-0 chez eux. Ils nous ont tapé 3-2. C'est la première fois, j'ai envie de dire, où la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun et puis je n'ai pas peur. Reste pour les Daoué, où je suis quand même assez serein. Même en 2015, quand on a gagné 1-0 notre dernier match de poule contre le Cameroun, j'étais pas aussi serein que cela. Je dirais pas que cela est dû au fait que le Cameroun n'est pas dans sa meilleure des formes, mais c'est plus cela réside plus en la confiance que j'ai en notre équipe nationale, la maturité qu'elle a et puis son organisation collective. Donc, je crois beaucoup en notre équipe face à cette équipe du Cameroun qui, ma foi, ne m'effraie pas vraiment. C'est vrai que je disais tantôt que c'était un derby et il fallait être prêt pour partir à la bataille. Mais dans le fond, on voit que la Côte d'Ivoire est nettement. Et puis quand tu vois même tous les analystes, les bookmakers consorts, ils donnent la Côte d'Ivoire favorite pour ce match. C'est vrai que la seule réalité est la réalité du terrain. Mais je vais dire que en tant que supporter, puisque je ne suis pas joueur, j'aborde cette rencontre quand même avec beaucoup de sérénité et beaucoup de ce qui était vraiment rare que lorsque tu affrontais ces lions. On se rappelle même de ces Camerounais à l'époque qui jouaient avec les maillots de basket sans manches, les rigobets, sans qu'ils venaient sur le terrain. Tu étais déjà tu sais que ton équipe avait déjà le match était déjà fini même avant d'avoir. Dieu merci, on a dépassé cette époque. Non, ça, J'ai envie de dire même que c'est eux-mêmes qui ont un peu plus, qui redoutent un peu plus la Côte d'Ivoire, qui a nettement progressé dans tous ces compartiments. Donc, vraiment, moi, de mon côté, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il n'y a pas trop de pression, au fait. Je pense que les gars vont faire le boulot et puis bon, on leur fait confiance. Parce que j'ai fini. Est-ce que Cyril est revenu? Ouais, je suis là. Oui, j'ai fini. Ok, je vais y aller. Ok, tu peux parler, Mac. Attends, si Cyril n'est pas là, je vais enchaîner direct. Ok. Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, hein. C'est sûr que tu sais, la CAN, c'est une compétition culturelle, hein. Je pense que l'aspect culturel, l'aspect historique, etc., est vraiment, vraiment très, très, très présent. Je pense même que plus encore, même que par exemple des compétitions comme la Coupe d'Europe, etc. Il y a des derbies à tous les étages à la CAN. C'est incroyable à quel point il y a il y a un historique en tout cas, entre la plupart des grandes équipes, etc. Il y a des bêtes noires. Enfin bon, c'est une compétition qui est mystique à ce niveau-là. Et nous, clairement, le Cameroun a très, très, très longtemps été notre bête noire. Comme tu le dis, effectivement, les maillots sans manches, des Song et compagnie, c'était notre hantise. Mais par contre, quand tu regardes bien, et puis tout le monde en est conscient, hein, si tu regardes par exemple au cours des 10 dernières années, là, j'ai une liste de matchs là, depuis 2014. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 6 derniers matchs, on a 3 victoires ivoiriennes, un nul et 2 défaites contre le Cameroun. Okay. Donc ça reste quand même très équilibré. Mais honnêtement, bon, le dernier match qu'on joue ensemble, c'est eux qui gagnent. Ils gagnent 1-0 en éliminatoire de Coupe du Monde. la Coupe du Monde en 2021. Mais Oza n'est pas autrement, venu. par exemple, exactement. Autrement, on les tape, au match aller. Pareil je crois que c'était pour la CAN en 2016, 3-0, etc. Bref, les victoires ivoiriennes sont quand même plus nombreuses aujourd'hui. On aborde ces matchs-là de manière plus tranquille.
Et il n'y a pas de, il y a pas de raison il y a aucune raison de faire de complexe. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui craint le plus l'autre, c'est sûr, c'est le Ouais, ça, c'est Cameroun. clair. Il, et puis même, pour la simple raison que eux-mêmes, ils savent ils sont même pas en reconstruction. Ils viennent juste de se relever. C'est une équipe c'était une fédération qui s'était littéralement écroulée devant la face du monde, en direct à la télévision, avec leurs histoires de démission, pas démission, de fédération à deux têtes, etc. Là. Euh, Aujourd'hui, nous, en fait, ce match-là, c'est un enjeu pour nous parce que nous, on enverra un message à l'ensemble du continent pour dire que on est venu ici pour garder notre coupe. C'est tout. Tandis que le Cameroun, le seul message qu'ils veulent envoyer aujourd'hui, là, c'est de dire qu'ils sont toujours en vie, qu'ils sont pas morts, etc. Et ça, ceci dit, c'est une très grande force pour eux, hein, parce que eux, ils vont se battre avec l'énergie du désespoir, alors que nous, on va se battre avec l'énergie du champion. C'est pas la même, c'est pas la même extrémité, etc. L'énergie du désespoir peut permettre de faire de grandes choses, hein. Donc ça, il faut pas le minimiser. Mhm. Mais moi, honnêtement, j'aborde ce match avec confiance. Je dis juste que si on est sérieux, honnêtement, on est plus fort qu'eux. Si on est concentré, si on est sérieux, si on, ne- on- si on veut la victoire, honnêtement, on est plus fort qu'eux. Mais par contre, c'est vrai qu'on connaît nos gars. On sait que dans un jour sans, on peut ne pas les reconnaître, mais ça fait très 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 longtemps que on n'a pas vécu de jours sans, justement. On a dans toutes les. Alors, je parle pas des matchs amicaux, mais les phases de qualification de la Coupe du Monde, on a pris zéro but. Zéro but. Et pour prendre zéro but sur toute une phase de qualification, même s'il y a dedans, il y a des petites équipes, etc., pour prendre zéro but sur un match sur une phase de qualification, il faut avoir du mental. Et honnêtement, la Côte d'Ivoire a un mental. Il y a un vrai, 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 vrai mental. Donc, je sous-estime pas du tout nos joueurs. Moi, j'ai confiance en eux, vraiment. Euh, je sais que le Cameroun aussi est capable de faire un grand match. Donc, ça va donner une très, très belle. Ça, là, j'ai hâte d'être à demain. Je vous confirme que, il y a le CNCE organise un village ivoirien là, à proximité du stade. Donc, on va aller faire un tour là-bas. Mais on va aller au stade très tôt pour sentir, pour vivre ce grand match africain. C'est un grand moment du football africain à chaque fois. Et ça va être non, ça va être un vrai bonheur de voir, de voir cette belle opposition. Tout à l'heure, on était dans un restaurant là avec. D'un côté, il y avait les Ivoiriens, de l'autre côté, il y avait les Camerounais. Ça parlait, on se chamaillait, etc. Lancer des C'était pics. vraiment nice. Mhm. Vraiment, le stade va être plein. Le stade va être plein, 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 C'est bondé sûr. même. Yeah. Donc, il va y avoir une grande ambiance. Non, le derby familial a de beaux jours devant lui. Et puis, ça va être ça va être une belle rencontre, honnêtement. La belle famille est en bonne santé. Ok, donc bon, c'est ça, on va passer au prochain slide. Mais toi, Pascal, t'as ton pronostic? Mon pronostic 2-0 pour les Ivoiriens. Clair ou clair? Ouais. Un but de Ibrahim Sangaré et puis un but de Yann Diomandé. Ah, ok, ok, c'est bon ça. 2-0, 3-0. C'est sûr, il y a un coup franc. Amad Diallo va marquer le coup franc. Voilà. En tout cas, on a déjà Exactement. parlé de la bataille physique. Bon, on va aussi parler aussi des autres prétendants, hein. On a trop parlé de la Côte d'Ivoire. On va parler des autres prétendants, des prétendants qui prétendent être des prétendants au titre, mais face comment on appelle, Ça, c'est la euh, réalité, à la au réalité mur du de la terrain. réalité. Ouais, le Maroc, qu'on pensait être le grand Maroc face au Mali, ça a été, c'était pas ouf. Le Sénégal aussi, le grand Sénégal face au Aigle des Congo, ce n'était pas ouf. Ce sont des favoris et ce sont des favoris imaginaires. Il y a eu des belles équipes congolaises, maliennes qui sont venues mettre à nu les difficultés,
les lacunes de ces équipes qui se cachent derrière les statuts. Du coup, est-ce que, je dirais, après cette deuxième journée, je vous pose la question, est-ce que les favoris, les principaux favoris, bon, on va regarder le match de l'Algérie. Je pense que ça, on va faire un débat après la fin de la deuxième journée parce que les favoris, les têtes de liste Mhm. des différents groupes, on va demander, on va vous dire qui sont les réels favoris maintenant parce qu'on a vu tous les matchs. Je prends un exemple, Maroc-Mali, ça peut ressembler à une demi-finale, ça peut ressembler à un quart de finale. On a eu RDC-Sénégal aussi, ça peut ressembler aussi à un demi, un quart de finale. Mhm. Et le Sénégal n'a pas été le grand Sénégal qu'on voulait voir. Le Maroc aussi n'a pas été le grand Maroc parce qu'il n'y a que Mhm. Brahim Diaz qui est leur seul atout offensif. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Même la Tunisie aussi, on pensait que c'était dans le pays arabe, ils Mhm. allaient, comment on appelle, ils allaient être à Écrasé. l'aise. Ouais, ils Mhm. allaient être à Mhm. l'aise. Pareil pour l'Égypte qui a attendu jusqu'à la dernière minute pour gagner son match passé. Qu'est-ce que vous pensez de ces favoris imaginaires qui ont des lacunes? Ok, bon, je pense que favori imaginaire, c'est un peu quand même, c'est un peu quand même trop dit. Mais je vais dire que le Sénégal, moi, je pense que parmi les favoris qui avaient été annoncés avant le début de la compétition, c'est-à-dire le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et puis la Tunisie, je pense. Le Sénégal, je ne dirais pas qu'ils m'impressionnent, mais je vais dire qu'ils sont présents quand même. Ils sont présents dans le jeu. Tu sens quand même qu'ils sont là, ils se créent pas mal d'occasions. Le match même face à la RDC, qui était un très bon match d'ailleurs entre deux équipes. C'est vrai que la RDC a joué, a laissé la possession aux Sénégalais pour pouvoir jouer en contre, mais ils ont bien répondu. Je pense que n'eût été les ratés de Nicolas Jackson, ça aurait été un autre match. Donc, j'ai Encore envie de lui. dire que dans ce lot de favoris, hein, le Sénégal est quand même l'équipe qui quand même sort la tête de l'eau. Maintenant, parlant du Maroc, moi, avant même la compétition, Attends, José et vas-y. Roger, avant de parler du Maroc, Uh-huh, tu sais que le Sénégal, il y a des équipes qui font peur au Sénégal. Exemple, la Côte d'Ivoire et le RDC. Si, si, Parce que mais là, ils vas-y, ont joué vas-y. plusieurs fois avec le Congo et on Mhm, sent qu'ils ont un peu peur de ces équipes. Donc, face à l'adversité, je pense que les Sénégalais ne pourront pas avancer. Or, quand on mhm, dit un champion, c'est quelqu'un qui a la résilience, en fait. C'est quelqu'un qui est face à la difficulté, qui sait mhm, élever son niveau de jeu et en plus d'élever son niveau de jeu, mhm, montrer un match spectaculaire. C'est pour ça qu'on a vraiment apprécié le Mali parce que le Mali était franchement être mhm, mené dans un stade, tout un stade qui est contre toi et mhm, réussir à faire un match nul. C'est pour cela que je mhm, dis que le Sénégal, ce n'est pas un favori imaginaire. C'est pas un mhm, favori. mhm, mhm. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Je vois ce que tu veux dire, mais néanmoins, moi, je considère quand même le Sénégal je dirais, moi, dans ma liste, j'ai une liste peut-être de 4 ou 5 favoris élargis et le Sénégal, à mon humble avis, compte quand même parmi les favoris du tournoi. Là, nous sommes encore, comme on appelle ça, dans les matchs de poule. Bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure, la compétition va avancer. euh, les vrais favoris du tournoi vont commencer à se dégager, puisque là, ce sera des matchs à élimination directe. Mais là, pour le moment, je pense que le Sénégal, avec une victoire et puis un match nul, dans un match qu'ils auraient pu remporter quand même haut les mains face au Congo, et le Sénégal, quand même, a tenu son statut. Maintenant, le Maroc. Moi, le Maroc, pour être honnête, et je l'avais déjà dit, peut-être vous vous rappelez ou pas, mais avant le début de la compétition, comme moi, j'ai passé en revue la liste du Maroc, j'étais pas vraiment impressionné au fait des joueurs qui étaient présents sur la liste. Je pense que tout le hype autour du Maroc, c'est juste dû au fait que c'est l'équipe organisatrice, c'est le pays organisateur du moins. Et, et la demi-finale qui a été jouée en 2022, c'est-à-dire il y a 3 ans de cela, comme on appelle ça, à la Coupe du Monde, au Qatar. Mais pendant ce temps, il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu une CAN qui a suivi où le Maroc a floppé, en fait.
Le Maroc a flopé. Après, ils étaient sur une série, je crois, de 19 matchs et sans défaite. Mais pendant tous ces 19 matchs, ils n'avaient jamais rencontré, eux-mêmes ils le disent, ils n'avaient jamais rencontré une grande équipe africaine. La première fois qu'ils rencontrent vraiment une grande équipe africaine, c'est face au Mali. Et puis là Ouais. encore, comme je le D'où disais, le Mali l'importance, les a trop Christian, respectés. Uh-huh. Christian, d'où Vas-y. l'importance d'avoir une Ligue des Nations. Là, comme ça, on Mhm. connaît le réel niveau de chaque équipe nationale face à des Effe- adversaires eff- eff- qui qualifient. Effectivement, Exactement. Ouais, effectivement. Et on exactement. verra comme ça, chacun va arrêter de s'étaler d'être favori, ça et là. Le Exactement. Mali, on a vu que le Mali, dès qu'ils ont sorti, là, ils ont décidé de jouer un peu à la balle. Ils se sont créés automatiquement ce penalty-là, en fait. J'ai vraiment pas compris ce système du coach malien de vouloir. Le Mali n'a jamais été une équipe défensive, en fait. Le Mali a toujours été une équipe joueuse. Le Mali a Ben oui. toujours été une équipe joueuse. Même contre nous, on a vu ici même Eric Schell qui disait qu'ils ont un milieu de terrain qui est niveau Champions League, ce qui n'était pas faux. Il y a même Amadou Haïdara qui n'a pas joué. Il y a l'autre, la Camara, qui jouait à Monaco, je crois, maintenant il joue en Arabie Saoudite, qui n'a pas joué. Il y a Dorgeles et puis Bilal El Bilal Touré qui sont rentrés, eux, en fin de rencontre. Donc, je veux dire, avec tous ces joueurs offensifs, bon, le message était clair. C'est clair que le monsieur lui recherchait un match nul. Mais je suis sûr que dans le jeu, après, même, ils se sont rendus compte, mais ils ont dit, bah, tiens, ce Maroc n'est pas vraiment un foot de gars, en fait. Le seul but qui nous montre dans le match, c'est si un penalty qu'on aurait pu ou ne pas siffler. Mais dans le jeu, il n'y a pas eu de but, ils ne se sont pas vraiment créé beaucoup d'occasions. Donc, moi, franchement, ce Maroc-là, ne me fait pas peur. C'est vrai qu'il y a le soutien populaire, il y a le soutien du peuple, mais souvent ce soutien aussi peut se retenir en pression, surtout quand tu n'as pas vraiment de joueurs de qualité comme ce défenseur, je ne sais pas c'est quoi, El Yamik ou quoi, qui est en défense centrale. Ou bien, voilà, moi, parmi les favoris, le Maroc n'a pas truc. Le Nigeria a fait un gros match aujourd'hui face à la Tunisie. Encore une autre équipe qui était annoncée comme étant l'un des grands favoris du tournoi, mais qui, à la fin, ils ont eu besoin de l'aide de l'arbitre pour revenir un peu dans le match avec ce pénalty à accorder. Le Nigeria, par contre, aussi, est en train de répondre. C'est vrai que personnellement, je ne les attendais pas là, vu qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais dans le jeu et dans le résultat, le Nigeria est là. C'est une équipe que je peux considérer comme favorite pour le tournoi. L'Égypte également. L'Égypte, tout le système de jeu repose sur Omar Marmouche. Parce que Salah, même encore jusqu'à présent, ne se retrouve pas. À part les pénaltys qu'on leur offre. Donc, j'ai envie de dire que c'est une compétition quand même qui reste ouverte. Voilà, tu as au moins 6 grosses nations au plus qui peuvent quand même prétendre au titre. Voilà, il y a 6. Donc, c'est super favori de Sénégal, et Maroc et Égypte. Moi, je pense que c'est juste bon pour les journaux, c'est juste bon pour les débats sur les chaînes françaises et puis les chaînes marocaines. Mais la réalité du terrain est tout autre. Et encore, je crois, le dernier match du Maroc, c'est contre. Il joue contre qui là? Contre la Zambie. Voilà, je me rappelle le dernier match du Maroc contre la Zambie en Côte d'Ivoire, ils ont gagné 1-0. Donc, ça peut être un match piège, ça peut être un match difficile pour eux où la pression peut être là et puis on ne sait jamais en fait. Donc, voilà, il va falloir aussi qu'ils fassent attention. Mais pour le moment, pour revenir au sujet, les favoris, le Nigeria, le Sénégal ont répondu présent quand même dans le jeu et puis dans le résultat. Maintenant, pour le reste, la porte reste ouverte à 4 ou 5 équipes qui peuvent toujours prétendre au sacre final. Ok, Mac, et toi? Ah ben moi honnêtement, je bois tes paroles, Christian, je suis totalement d'accord avec toi. Avec toi aussi également, Pascal, quand tu parles de l'utilité de mettre une Ligue des Nations, parce que effectivement, ça permettrait de savoir qui est qui réellement là. Parce que honnêtement, on réalise à quel point propagande, la propagande nord-africaine est absolument déroutante, quoi. On nous a présenté le Maroc. Écoute, il y avait des Marocains qui commençaient à réellement penser que ils pouvaient être prétendants à la Coupe du Monde. Mais vraiment, j'ai entendu ça plusieurs fois sur des plateaux de télé. On te parlait du Maroc comme aspirant au trophée mondial. Mais attendez, par rapport à quoi? Quand? À quel moment? Honnêtement, déjà, tu ne peux pas jouer ne serait-ce qu'avec une Coupe d'Afrique sans avoir une défense centrale digne de ce nom, hein.
Tu peux pas aspirer en fait à ce trophée-là. La Coupe d'Afrique, il y a des fondamentaux sur lesquels tu ne peux pas passer. Même tu parlais, Christian, du Nigeria. Honnêtement, le Nigeria est très bon offensivement, mais le problème de leur défense centrale, d'ailleurs, on l'a vu, hein, on a vu, dès que la Tunisie a commencé à pousser un peu, les carences défensives du Nigeria sont criantes. Bah, c'est la même chose pour le Maroc. Et regardez bien Aguerd, il vient d'avoir un carton jaune. Le jour où Aguerd n'est plus là, soit à cause du blessure, parce que c'est un joueur qui est très fragile en plus, ou pour juste pour une suspension ou des choses comme ça, c'est fini, hein. Les El Yamik et compagnie, là, c'est zéro. C'est très, 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 très faible. Le seul bon joueur là-dedans, bon, il y a Mazraoui qui n'est pas mauvais, et le petit Salah Eddin, là, moi, que j'aime bien, mais surtout pour son apport offensif. Mais défensivement, c'est une équipe qui n'a pas grand-chose. Et même Amrabat, il est plus sur le Non, déclin à qu'autre Bamako, chose. c'est fini. Mhm. Donc, et tu as tout à fait raison. L'essentiel de leur capacité offensive repose sur les frêles épaules de Brahim Diaz, un joueur qui, moi, personnellement, alors lui, il s'est pris pour Maradona et compagnie. Non, c'est un joueur qui est relativement moyen. Alors oui, il joue, enfin, il est employé par le Real de Madrid, mais il ne joue pas au Real de Madrid, hein, donc bref, ça va pas aller très loin. Et effectivement, je pense que si j'étais Marocain, je m'inquiéterais beaucoup pour le match contre la Zambie, parce que ça risque d'être très compliqué. En tant que supporter du PSG, j'espère qu'ils vont pas ils vont pas ramener trop rapidement notre défenseur droit là, parce que il risque de se blesser. Et puis ben voilà quoi. Enfin, en tout cas, comme tu as dit, Achraf, Achraf Hakimi, en fait, pour pouvoir être un grand d'Afrique, et ça, il va falloir que le Maroc l'apprenne. Déjà, il faut respecter cette compétition. On ne la remporte pas du jour au lendemain. C'est un long travail. C'est une longue marche. Et le Sénégal est passé par là. Le Mali sait ce que c'est, parce qu'en fait, ça fait longtemps que le Mali est très régulier dans les compétitions africaines, mais c'est pas facile de gagner la CAN. La CAN est une compétition très difficile, très longue et très difficile à remporter. Et le Maroc, comme tu l'as dit, le Maroc est inexistant en Afrique depuis plusieurs décennies. Malgré tous les efforts qu'ils ont faits, etc., il va falloir ils aillent marche après marche, palier après palier, pour pouvoir ensuite, un jour éventuellement, rêver de toucher le Graal. Mais vraiment, moi, je vous parie ce que vous voulez, ce sera évidemment pas cette année, parce que ils n'ont pas le niveau pour pouvoir atteindre ça. Et pour pouvoir avoir des résultats en Afrique, il faut avoir un mental de champion. Or, le Maroc s'est mis la pression tout seul. Ils sont complètement, ils sont complètement tétanisés par la pression qui règne aujourd'hui sur cette équipe. Totalement tétanisés. On les voit paniquer au fur et à mesure en fait de la rencontre contre le Mali. Et le Mali est une petite équipe aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est pas une grosse équipe africaine aujourd'hui, hein. C'est une équipe qui est en reconstruction aussi, justement. Ils ont commis l'énorme erreur de renvoyer Eric Schell. Et c'est une équipe qui est en reconstruction. Et même déjà, contre le Mali, ils se sont heurtés à un mur. Imaginez, aujourd'hui, là, ce Maroc-là jouer contre le Nigeria, par exemple. Mais ils vont se faire ratatiner, juste le Nigeria. Et je parle même pas du Sénégal, que contrairement à toi, Pascal, moi je considère, comme Christian, comme étant un grand favori. Honnêtement, c'est une grosse équipe quand même, le Sénégal. Mais je suis d'accord sur le fait que le Sénégal est une équipe qui est psychologiquement fragile. Dès qu'ils tombent en face d'une équipe qui leur fait peur, et la Côte d'Ivoire leur fait peur, le Congo, ils ont joué au Stade des Martyrs, et même s'ils ont gagné le match, ça les a un peu traumatisés. En Afrique noire, ils ont
plusieurs bêtes noires qui vont devoir apprivoiser et pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. Moi, je pense qu'honnêtement, quand je regarde en fait toutes les équipes africaines là, alors déjà toutes les équipes d'Afrique du Nord, je les mets déjà dehors. Euh, Sauf évidemment éventuellement l'Égypte parce que eux, l'Égypte ont vraiment un mental de champion, ça c'est vrai. Mais autrement, je trouve il y a la place. En fait, la place est en train l'horizon est en train de se dégager, je trouve, devant les éléphants. Et vraiment, ça va vraiment être une vraie possibilité de conserver notre trophée. Bien sûr, si on est sérieux, et ça commence demain, hein, ça commence demain. Si on est sérieux, si on est concentré sur notre sujet, honnêtement, là, on a quand même un groupe très solide, à la fois mentalement et dans le jeu, et on peut vraiment en profiter. Ok, ça marche. Du coup, on tire à la fin de notre émission. L'objectif tant attendu des éléphants, c'est d'honorer le maillot et de conquérir la première place de ce groupe. Voilà. C'est vrai qu'il y a les tactiques, stratégies. Bon, on fait une prestation à la hauteur de nos attentes. On fait une prestation comme le match du Uruguay qu'on a eu l'année passée. On fait une prestation de ce genre. Donc, c'est tout ce qu'on demande aux éléphants. Christian, Marc, vous allez donner votre mot pour la fin. Et puis, on va Mhm. attendre patiemment et gentiment le match contre le Cameroun. Euh, le dernier mot pour la fin, c'est bon, nos joueurs, ce sont des professionnels, hein, et puis il y a un encadrement assez professionnel autour d'eux. On a l'impression de MS Faye et de son équipe. On leur fait confiance. Voilà, ils ont déjà été. Moi, je prends comme référence ici le match contre le Sénégal où il y avait vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il fallait être là physiquement, il fallait être là mentalement, il fallait être là techniquement. Et c'est vraiment un match référence pour Faye et puis ses joueurs. Euh, on peut livrer ce genre de prestations. On peut produire du bon football, on peut se créer des occasions. Donc, c'est de partir et puis de jouer, entre guillemets, de jouer le ballon, le football qu'ils connaissent, et de regarder les Camerounais dans les yeux, et puis de nous offrir un beau spectacle, et puis d'arracher la victoire par-dessus tout. Et puis, ils ont tout notre soutien, et puis on leur souhaite bonne chance pour le match de demain. Ok, Marc, et toi? Ouais, bah écoute, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Christian. L'histoire de cette équipe, elle s'est écrite à la CAN 2023. Euh, à cette CAN-là, en fait, on a tout connu. On a connu on était plus bas que terre avec notre regretté tonton Gassé. Euh, et on a su se relever. Faye a su mener cette équipe-là contre Mons et Marais. On est passé par tous les sentiments. Et surtout, on s'est prouvé à nous-mêmes, avant de le prouver à la planète entière, mais on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on était capable. On était capable de renverser des montagnes. On est capable de. Ce qu'on a fait face au Sénégal, face au Mali, face au Nigeria, c'est pas face au Sénégal, c'est pas face au Cameroun d'aujourd'hui on n'est pas capable de le faire. Le Cameroun est largement inférieur aux trois équipes que je viens de citer, et même d'ailleurs, au Congo qu'on a aisément battu en demi-finale. Donc, ça, le groupe le sait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Faye a su conserver justement l'ossature de cette équipe, de cette équipe qui est passée par toute cette épopée-là. Il a conservé l'ossature et il a ajouté des jeunes qui vont s'inspirer de ce que leurs aînés ont fait. Donc, vraiment, je pense Faye a toutes les cartes en main et c'est pas des cartes qu'on lui a données, hein, c'est des cartes que lui-même il a créées. C'est son travail qui est là. Il a tout ça en main. Honnêtement, c'est une équipe géniale. C'est un groupe, un très beau groupe. Moi, c'est un groupe, moi, vraiment, qui me plaît vraiment. Et je pense que demain, ça peut être un début de consécration.
parce qu'on peut montrer au continent tout entier que sans être des Brésiliens, sans être des artistes du ballon rond Nous qui sommes des pratiquent. Allemands. Exactement, nous sommes pas des Brésiliens, nous sommes effectivement des Allemands. Or, il y avait un proverbe qui disait que le football se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Moi, ce dont je rêve, c'est que ce proverbe-là s'applique à l'Afrique et on dit le football se joue à 11 et à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ok, ça marche. En tout cas, merci à vous les gars. Ça a été un très bon débrief, hein. Ça a été très intéressant. Je dis aux abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Parce que forcément, s'il y a un débrief d'avant-match, il y aura un débrief d'après-match où on va 15 l'équipe perdante. Voilà, donc on s'est dit, allez les éléphants et à très bientôt. Allez, les